Bienvenue à notre échange. Nous nous penchons aujourd'hui sur une étude qui a, on peut le dire, martelé les esprits, une expérience de psychologie devenue presque iconique. L'étude de 1974 de Dotton et Aaron, souvent surnommée l'expérience du pont suspendu, elle nous plonge vraiment au cœur d'un lien fascinant entre la peur et l'attirance amoureuse. Absolument. Et la question qu'elle soulève est, au fond, aussi simple à énoncer que complexe à résoudre. Est-ce que notre corps peut nous tromper? Une forte montée d'adrénaline, disons, due à l'anxiété ou à la peur, peut-elle être interprétée par notre cerveau comme le début d'une romance? C'est tout l'enjeu de notre discussion. Que cette étude, à travers ces différentes étapes, démontre de manière assez convaincante que la réponse est oui. Je soutiendrai que l'anxiété peut être, et a été dans ce cas précis, cognitivement réétiquetée en attirance. C'est la fameuse théorie de la mauvaise attribution. Les résultats sont spectaculaires, ça je vous l'accorde. Mais depuis le début, une chose me dérange. On saute peut-être un peu vite à la conclusion de la mauvaise attribution. Je pense que c'est une simplification, peut-être une simplification excessive, et que d'autres mécanismes plus directs pourraient tout aussi bien expliquer ce qu'ils ont observé. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour moi, la beauté de cette recherche, c'est d'abord son cadre. On sort du laboratoire pour aller sur le terrain. Il faut imaginer la scène. Un homme traverse seul un pont. Soit un petit pont en bois bien solide, rassurant, soit le pont suspendu de Capilano, une structure instable qui se balance à 70 mètres au-dessus d'un canyon. C'est une situation conçue pour provoquer une vraie anxiété. Mhm. Et c'est là qu'intervient une jeune femme, une enquêtrice, qui l'aborde sous un prétexte. Exactement. Elle lui demande de répondre à un petit test projectif, puis, de manière apparemment anodine, elle lui donne son numéro de téléphone au cas où il voudrait, je cite, en savoir plus sur l'étude. La manipulation est là, la peur. Et les résultats sont, à mon sens, sans appel. Les hommes abordés sur le pont effrayant ont raconté des histoires bien plus chargées en imagerie sexuelle. Groupe Peur obtient un score moyen de 2,47 contre seulement 1,41 pour le groupe Contrôle. Mais le plus parlant, c'est le comportement, l'action. Sur le pont effrayant, la moitié des hommes, 9 sur 18, ont rappelé l'enquêtrice. Sur le pont solide, seulement 2 sur 16. La différence elle est énorme. Pour moi, la conclusion est claire. L'excitation physiologique de la peur a été interprétée à tort comme de l'attirance. Je vois pourquoi cet argument est si séduisant. C'est une histoire parfaite. Mais c'est peut-être un peu trop parfait. Cette première expérience, aussi cinématographique soit-elle, elle a un défaut majeur dans sa conception. On ne peut pas être certain que les hommes sur les deux ponts sont comparables. Le pont suspendu, c'est une attraction touristique qui attire des gens en quête de sensations fortes. On peut raisonnablement penser que ce type de personnalité est aussi, par nature, plus audacieux, plus enclin à prendre le risque d'appeler une inconnue. La différence de comportement pourrait donc venir d'une différence de personnalité préexistante, et pas du tout de la peur. C'est une objection classique, c'est vrai, mais les chercheurs y avaient pensé. C'est précisément pour ça qu'ils ont mené une deuxième expérience. Oui, où ils contrôlent ce facteur en n'utilisant que le point effrayant. D'accord. Mais même en corrigeant cela, le mécanisme de la mauvaise attribution n'est pas la seule explication possible. J'en vois deux autres, en fait, qui sont plus simples. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intensification. Imaginez que l'anxiété, c'est comme monter le volume de la musique. Si une chanson vous plaît déjà un peu, vous l'aimerez encore plus fort. L'anxiété ne change pas votre opinion sur l'enquêtrice, elle amplifie simplement la réaction que vous auriez eue de toute façon. C'est une métaphore intéressante. Et la deuxième alternative? La désinhibition. C'est un peu l'effet quelques verres de trop. Une émotion aussi intense que la peur aurait pu simplement faire sauter les filtres sociaux. Les hommes n'ont pas forcément ressenti plus d'attirance, mais leur état a, disons, affaibli leurs inhibitions, les rendant plus audacieux dans leurs récits et plus impulsifs dans leur décision d'appeler. Ce n'est pas l'émotion qui change, c'est le contrôle sur le comportement. Je comprends ces alternatives, mais je pense que vous sous-estimez la suite de l'étude. Pour moi, la preuve ultime, la pièce maîtresse, c'est l'expérience 3, qui se déroule en laboratoire. Là, on quitte le chaos du monde réel pour un environnement parfaitement contrôlé. C'est l'expérience avec les chocs électriques, c'est ça, hein? Exactement. On dit aux participants masculins qu'ils vont recevoir des chocs électriques, soit forts, soit faibles. C'est une manière très propre de générer de l'anxiété. Ils attendent en présence d'une complice, une femme séduisante, qui attend elle aussi de recevoir des chocs, forts ou faibles.
Et ce qui est brillant ici, c'est qu'ils ont prouvé une chose. Le moteur de l'attirance, c'est ce qui se passe à l'intérieur du sujet. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le résultat est sans appel. Seule l'anxiété du sujet pour lui-même, le fait qu'il anticipe un choc fort, augmente son attirance déclarée pour la femme. Le fait qu'elle soit une demoiselle en détresse attendant elle aussi un choc fort, ça n'a eu aucun effet significatif. Ça écarte l'idée que c'est la pitié ou une forme de chevalerie qui joue un rôle. C'est bien sa propre anxiété que le sujet semble réinterpréter en attirance. C'est une démonstration chirurgicale. Je vois où vous voulez en venir. C'est plus propre, c'est certain. Mais pour moi, ça ne règle pas le problème fondamental. En fait, cette expérience en laboratoire est parfaitement compatible avec ma théorie de l'intensification. Rappelez-vous, l'anxiété monte le volume de la réaction dominante. Dans cette étude, la complice est explicitement décrite comme séduisante. Donc, face à une personne déjà attirante, l'excitation due au choc a simplement amplifié cette attirance. Le volume a été poussé à fond. Mais ça ne contredit pas la mauvaise attribution. Non, mais ça ne l'approuve pas non plus. Et l'étude souffre ici d'une omission méthodologique qui me semble capitale. Ils n'ont jamais inclus une condition avec une complice peu séduisante. Si ma théorie de l'intensification est juste, l'anxiété aurait dû augmenter l'aversion ou l'indifférence face à une personne peu attirante. On aurait dû observer l'effet inverse. Sans ce groupe de contrôle, l'expérience ne permet pas de trancher. Elle reste ouverte à plusieurs interprétations, dont la mienne. C'est un point méthodologique juste, je vous l'accorde. Mais je pense qu'il faut aussi regarder les outils de mesure qu'ils utilisent. On ne peut pas les écarter d'un revers de main. Vous avez des doutes sur la validité de ces mesures? Disons que je les trouve indirectes et sujettes à interprétation. Prenons le test d'apperception thématique, le TAT, où les participants doivent inventer une histoire. L'évaluation du contenu sexuel est intrinsèquement subjective. Le fait qu'un récit mentionne une petite amie ou un baiser est codé comme sexuel, mais cela peut refléter tellement de choses différentes. Pas juste une attirance brute pour l'enquêtrice sur le pont. Mais ils ont pris des précautions, hein. Les histoires étaient codées à l'aveugle par 2 juges qui ne savaient pas de quel groupe venaient les participants. Et leur accord était très élevé. C'est le maximum d'objectivité qu'on pouvait espérer avec ce genre d'outil à l'époque. Mais au-delà du TAT, il y a l'appel téléphonique. Ça, ce n'est pas subjectif, c'est un comportement concret. Franchement, cet argument ne tient pas la route pour moi. Concret, oui, mais la motivation derrière l'appel reste une immense boîte noire. L'enquêtrice elle-même suggère qu'ils peuvent appeler pour avoir plus d'informations sur l'étude. Pour un étudiant en psychologie, c'est une motivation tout à fait crédible. Et puis il y a l'idée de bravade. Après avoir eu la frousse de sa vie sur ce pont, un homme pourrait appeler simplement pour se prouver à lui-même qu'il est toujours audacieux et en contrôle. Ça n'a rien à voir avec une attirance romantique. Ces deux mesures, même si elles convergent, restent des approximations. Je ne suis pas d'accord, je pense que la force de la conclusion vient justement de cette convergence. Vous avez d'un côté une mesure projective qui sonde les pensées et fantasmes internes, et de l'autre un engagement comportemental, une action qui demande un effort. Quand les deux indicateurs pointent dans la même direction, l'hypothèse devient beaucoup plus solide. Et il y a un autre indice, subtil mais crucial, dans l'expérience en laboratoire qui soutient ma thèse de la réinterprétation. Lequel? Les sujets qui attendaient un choc fort en présence de la femme ont rapporté ressentir subjectivement moins de peur que ceux qui attendaient un choc fort seuls. Pourtant, la menace était objectivement la même. Comment expliquer ça, Gakrux? L'explication la plus élégante, c'est qu'ils avaient déjà commencé à réinterpréter une partie de leur anxiété. Leur cerveau avait déjà commencé à se dire « Bon, mon cœur bat vite, mes paumes sont moites, ce n'est pas que de la peur, c'est aussi parce que cette femme me plaît. » Ils se sentent moins anxieux parce qu'une partie de leurs symptômes physiologiques a déjà été réattribuée à l'attirance. C'est une lecture intéressante des données, mais n'y a-t-il pas une explication beaucoup plus simple? Revenons à mon idée de désinhibition. Une émotion intense, on le sait, altère le jugement et diminue nos barrières sociales. Il est tout à fait possible que les hommes sur le pont n'aient pas ressenti une attirance fondamentalement différente, mais qu'ils se soient simplement sentis plus libres d'agir selon leurs impulsions. Vous voulez dire que l'attirance était là au départ, mais que la peur leur a juste donné en quelque sorte l'autorisation d'agir? Précisément. Leur état émotionnel a temporairement court-circuité le cortex préfrontal, le siège du contrôle social. Dans ce scénario, on n'a pas besoin d'un processus cognitif complexe de réattribution. L'émotion n'est pas réétiquetée, c'est simplement le contrôle sur le comportement qui est affaibli par l'intensité de l'émotion. L'étude, finalement, ne nous permet pas de savoir si les hommes ressentaient les choses différemment ou s'ils agissaient simplement différemment à cause de cette perte temporaire d'inhibition.
Et ça, c'est une distinction fondamentale. En somme, je maintiens ma position. La progression logique des 3 expériences, chacune corrigeant les failles de la précédente, et culminant avec l'étude contrôlée en laboratoire, fournit un dossier très solide en faveur de la mauvaise attribution. Le mécanisme de réétiquetage cognitif reste pour moi l'explication la plus complète et la plus directe pour l'ensemble des données, y compris cette subtile diminution de la peur rapportée en présence de la femme. C'est un exemple magnifique de la façon dont notre esprit construit activement nos émotions. Et je conclurai en redisant que, si cette étude a indéniablement mis le doigt sur un lien fascinant entre anxiété et attraction, le mécanisme exact reste une question ouverte. Les modèles alternatifs que j'ai proposés, comme l'intensification d'une réponse préexistante ou la désinhibition due à l'émotion, sont tout aussi crédibles et ne sont pas, à mon sens, réfutés par les données. Cette recherche a posé une question brillante, mais elle n'y a peut-être pas apporté la réponse définitive. Sur un point au moins, je pense que nous serons d'accord. Indépendamment de l'interprétation qu'on privilégie, la recherche de Dotton et Harron nous montre de manière éclatante à quel point nos émotions sont malléables. Elles ne dépendent pas seulement de ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et, surtout, du sens que notre esprit donne à tout ça. Exactement. Cela remet en cause l'idée un peu naïve que nous avons un accès direct et infaillible aux causes de nos propres sentiments. L'histoire que nous nous racontons sur pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons est au moins aussi importante que la sensation elle-même. Et cela montre bien que le champ d'exploration sur la complexité des émotions humaines reste immense.